Il y a toujours un prix à payer. L'intervention menée au Venezuela n'a jamais réellement concerné les cartels. Il s'agissait avant tout d'un message de puissance et d'une opération stratégique destinée à verrouiller l'ensemble de l'hémisphère occidental. À parts égales, c'est à la fois une action géopolitique musclée et une tentative de préserver une économie américaine devenue dépendante des matières premières. Depuis le lancement de la guerre commerciale de Trump, les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont réorganisées, souvent au détriment des États-Unis. Pourtant, la ligne directrice n'a jamais changé. Sécuriser les ressources d'Amérique latine et bloquer l'expansion des BRICS. Cette nouvelle orientation, proche d'une version modernisée de la doctrine Monroe, vise à transformer l'Amérique latine en réservoir stratégique pour l'économie américaine. L'intention est clairement assumée. Il ne s'agit pas d'extraire du pétrole parce que les États-Unis en manqueraient. Le véritable objectif est d'empêcher que le secteur pétrolier vénézuélien tombe sous le contrôle de puissances hostiles à Washington. Le message est sans ambiguïté. L'industrie pétrolière du Venezuela doit passer sous contrôle américain. Les États-Unis ne souffrent pas d'un manque de pétrole. Leur production intérieure est déjà massive. Ce qu'ils refusent, en revanche, c'est que le pétrole vénézuélien alimente les intérêts de leurs rivaux. Il faut comprendre pourquoi la Chine, la Russie ou encore l'Iran s'intéressent à cette ressource alors qu'ils ne se trouvent même pas sur ce continent. Ici, il était question de l'hémisphère occidental, de la zone d'influence directe des États-Unis. Marco Rubio l'a exprimé très clairement. Nous sommes entrés dans une ère de confrontation autour des chaînes d'approvisionnement et des matières premières. Les États-Unis n'ont pas encore les moyens d'imposer leur domination partout dans le monde. La première étape est donc l'Amérique latine. Mais ce mouvement déclenche immédiatement une réaction en chaîne et le premier acteur touché est le Canada. En menaçant de prendre le contrôle du pétrole vénézuélien, Trump met sous pression l'un de ses principaux fournisseurs actuels de brut. Pour le Canada, le choc potentiel est considérable. Le secteur du pétrole et du gaz occupe une place centrale dans l'économie du pays, représentant environ 10% du PIB national. En pratique, le Canada constitue un pilier essentiel des importations énergétiques américaines. Les États-Unis importent plus de 8 millions de barils par jour sur les marchés mondiaux et le pétrole canadien représente plus de la moitié de ce volume. Environ 4,5 millions de barils quotidiens provenant des sables bitumineux alimentent les raffineries américaines. Ces flux garantissent des revenus stables aux entreprises canadiennes et offrent à Ottawa un levier diplomatique non négligeable, la capacité d'utiliser l'approvisionnement énergétique pour résister jusqu'à un certain point à la guerre tarifaire menée par Trump. Mais si le pétrole vénézuélien venait à passer sous contrôle américain, cet équilibre serait profondément bouleversé. Le Canada risquerait alors de perdre cet avantage stratégique. La menace d'une hausse des prix de l'essence ou de perturbations énergétiques industrielles aux États-Unis perdrait de sa crédibilité, d'autant plus que les raffineries américaines sont largement adaptées au traitement du brut lourd canadien. Environ 75% du pétrole consommé dans le nord des États-Unis est du pétrole lourd et la production future de l'Alberta restera majoritairement de cette nature. Jusqu'à présent, cette configuration enfermait les États-Unis dans une dépendance structurelle vis-à-vis du Canada. Mais ce verrou est désormais menacé. Le Canada se retrouve engagé dans une véritable course contre la montre, diversifier ses débouchés et s'éloigner du marché américain, avant que l'offre vénézuélienne ne refasse surface. Certes, le retour massif du pétrole vénézuélien sur les marchés prendra du temps. Il faudra des années avant que la production retrouve un niveau significatif. Mais si Trump parvient à inciter les grandes compagnies à s'installer sur place, la question ne sera plus de savoir si cela arrivera, mais quand. Dans ce contexte, l'urgence n'a jamais été aussi évidente pour le Canada. Le projet de pipeline vers la côte ouest devient une priorité absolue. Pendant des décennies, le pays a trop misé sur des infrastructures orientées quasi exclusivement vers l'approvisionnement du marché américain. Aujourd'hui, cette dépendance devient un risque majeur. Le Canada n'a plus réellement le choix. Il doit accélérer le développement de cette voie pour pouvoir rediriger son pétrole vers d'autres clients, en particulier vers l'Asie. C'est là que la croissance économique est la plus dynamique et que la demande énergétique industrielle explose. Cette réalité ne relève pas uniquement de la politique. Sur le plan géographique, le pétrole vénézuélien s'intègre parfaitement au système énergétique américain. Les raffineries des États-Unis sont idéalement positionnées pour recevoir des cargaisons de brut en provenance d'Amérique latine. La côte du Golfe concentre la plus forte densité de raffineries du pays et la quasi-totalité d'entre elles est capable de traiter du pétrole lourd. De grands groupes énergétiques américains sont d'ailleurs décrits comme particulièrement impatients de mettre la main sur ce brut latino-américain.
Si l'administration Trump parvient à reconstruire les infrastructures pétrolières du Venezuela, une chose deviendra inévitable. Les États-Unis capteront cette production à des conditions extrêmement avantageuses, avec des rabais considérables accordés à leurs entreprises. Si la Chine obtenait auparavant des réductions de l'ordre de 20%, il est facile d'imaginer les marges que les compagnies américaines pourraient dégager dans ce nouveau cadre. À ce niveau de concurrence, le Canada ne peut tout simplement pas s'aligner. La conséquence annoncée que c'est brutal, un effondrement des revenus pour les exportateurs canadiens. Les pipelines à destination de l'Asie auraient dû être opérationnels depuis longtemps. Aujourd'hui, vendre vers l'économie chinoise apparaît comme l'une des dernières bouées de sauvetage disponibles. À défaut, Trump pourrait doubler, voire tripler, son pouvoir de pression sur le Canada au cours des prochaines années. Même à l'heure actuelle, la dépendance est massive. Plus de 85% des revenus pétroliers canadiens proviennent du marché américain. Moins de 15% sont issus de pays non américains. Cette part extérieure progresse mais bien trop lentement. Une fois le pétrole vénézuélien remis en production, le scénario devient limpide. Les revenus du Canada chutent de manière spectaculaire. Les volumes exportés diminuent, car une nouvelle offre arrive depuis Caracas. Dans le même temps, les rabais consentis deviennent si importants que les producteurs canadiens sont contraints de casser leurs prix pour rester compétitifs. Or, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, estimées à environ 300 milliards de barils, soit près du double de celles du Canada. Trump pourrait maintenir cette stratégie sur le très long terme et les administrations américaines suivantes auraient toutes les raisons de s'y accrocher. Changer de président, qu'il soit républicain ou démocrate, ne signifie pas renoncer à un accès privilégié à une énergie abondante et à une essence moins chère à la pompe. Mais si le Canada augmente fortement ses ventes vers l'Asie et surtout vers la Chine, cela risque de provoquer de vives tensions avec Washington. Pendant que les États-Unis s'enferment dans une région perçue comme instable, avec un gouffre financier potentiel sur plusieurs années, le Canada tente de se frayer une issue. Sur les 15 premiers jours d'octobre, Pékin a déjà importé plus de 5 millions de barils de pétrole canadien. Et depuis la chute de Maduro, les deux pays n'auraient d'autre choix que d'intensifier leurs échanges. De son côté, la Chine aurait probablement déjà renoncé à l'idée de s'approvisionner en pétrole vénézuélien à prix cassé, ce qui réduirait mécaniquement les rabais attendus. Le Canada, lui, devrait augmenter ses volumes à destination des raffineries chinoises pour éviter l'effondrement de ses recettes. Un autre élément entre alors en jeu, présenté comme un avantage majeur, la monnaie. La Chine s'est progressivement éloignée du dollar. Si le Canada vend davantage à Pékin, les transactions pourraient bien se faire en monnaie bilatérale, et très probablement en yuan. À ce stade, la capture de Maduro ressemble à une victoire immédiate pour Trump. Il remporte le premier round, mais la partie est loin d'être terminée. Les effets de retour commencent déjà à se faire sentir, car la reconstruction du secteur pétrolier vénézuélien représente un pari colossal. La situation commence déjà à se retourner contre Trump, mais fidèle à son style, il cherche un retour rapide et tangible. C'est dans ce contexte qu'émerge un élément présenté comme imminent. Le Venezuela s'apprêterait à transférer entre 30 et 50 millions de barils de pétrole lourds à l'administration Trump. Ce brut serait vendu au prix du marché, ce qui pourrait générer jusqu'à 3 milliards de dollars de recettes. S'agit-il d'une avance ? D'un financement partiel pour la reconstruction ? La somme est importante, mais elle reste largement insuffisante face à l'ampleur des besoins. Et surtout, ce flux serait placé sous le contrôle direct de Trump. Il affirme que le peuple vénézuélien en tirera profit, mais au cœur du dossier, la réalité demeure inchangée. Depuis le départ, tout tourne autour du pétrole. Naturellement, Pékin verrait cette évolution d'un très mauvais œil. Si le brut vénézuélien est redirigé vers les États-Unis, la Chine pourra-t-elle encore accéder à cette ressource à prix réduit ? Les contrats existants seront-ils respectés ? Moscou, de son côté, n'a aucune raison de se réjouir non plus. Le partenariat renforcé que la Russie avait établi avec le Venezuela risquerait de partir en fumée. La nouvelle présidente, Delcy Rodriguez, a par ailleurs occupé le poste de ministre du pétrole. Elle bénéficie d'une certaine estime au sein de l'industrie énergétique, et tout indique qu'elle avancera rapidement aux côtés des grandes compagnies américaines. Peu importe ses motivations profondes, qu'il s'agisse de la peur de représailles ou de la conviction que cette voie est la meilleure option. Le résultat attendu reste identique. La Chine et la Russie pourraient être progressivement exclues de cette source d'approvisionnement stratégique. Avant la prise de contrôle, Chevron ne représentait qu'environ 23% de la production pétrolière du pays. Désormais, la compagnie nationale PDVSA est décrite comme étant sous forte influence américaine.
Environ 75% de la production serait passée sous le contrôle de l'administration Trump et de Rubio, tandis que la Chine et la Russie ne disposeraient plus que de moins de 18%. Une question devient alors inévitable. Leurs parts seront-elles réellement honorées, ou les États-Unis choisiront-ils tout simplement de les évincer? Pour le Venezuela, ce scénario est loin d'être favorable. Une fois que Washington a projeté sa puissance dans la région, la Chine n'a plus de raison de continuer à investir. Le risque devient trop élevé, cela ouvre également une boîte de Pandore. Pékin sera-t-elle contrainte de céder ses infrastructures pétrolières et ses autres actifs miniers dans le pays? Le Venezuela doit encore environ 12 milliards de dollars à la Chine dans le cadre d'un vaste programme d'échange pétrole contre prêt. Pékin n'exigeait pas nécessairement un remboursement en devises. Maduro pouvait honorer sa dette en barils de pétrole. 12 milliards de dollars correspondent à près de 200 millions de barils. Or, le pays ne dispose manifestement pas des liquidités nécessaires pour rembourser. Si Trump capte une grande partie des réserves pétrolières, comment Delcy Rodriguez pourrait-elle régler cette dette envers la Chine? Le piège est total. Face à un risque aussi élevé, l'issue devient évidente. Le Venezuela s'enfonce encore davantage dans une dépendance au financement américain. Derrière ce dossier se dessine une stratégie bien plus large. Tout cela confirme une emprise accrue des États-Unis sur l'Amérique latine, avec pour objectif de placer les ressources régionales sous cloche, loin du reste du monde, et en particulier hors de portée de la Russie et de la Chine. La conséquence stratégique est lourde et suscite de vives inquiétudes. À Moscou comme à Pékin, les calculs doivent désormais évoluer. Le monde bascule vers une nouvelle ère de militarisation active. Les grandes puissances économiques devront projeter leurs forces pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Si un pays n'est pas capable de protéger physiquement l'accès à ses ressources, les négociations et les discours perdent une grande partie de leur valeur. C'est précisément pour cette raison que l'avenir décrit apparaît comme fortement inflationniste. Chaque État renforce sa sécurité, investit dans son appareil militaire et protège ce qu'il considère comme vital. À l'avenir, la Chine et la Russie seront particulièrement concernées par cette logique. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout et pour votre fidélité à la chaîne, c'est ce qui permet à ce contenu d'exister. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et activez la cloche afin d'être informé dès la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses et contenus du même genre. À bientôt.